Vous écoutez Passion Frisson. Bonjour à tous. Bienvenue au 5e épisode de Passion Frisson, un podcast dédié à l'étrange et au macabre. Je suis Xara, passionnée de contenu culturel et de divertissement explorant les thèmes de l'horreur, du crime, des phénomènes étranges et des mystères irrésolus. Je suis ravie de vous présenter mes dernières découvertes que je partagerai avec vous à travers des épisodes thématiques chaque mois. Laissez-vous embarquer dans le thème du mois, un univers perturbant et glauque, celui du found footage. Encore une fois, je vous emmène à la découverte d'un sous-genre du cinéma d'horreur. Sachez toutefois qu'on retrouve aussi le found footage dans les drames, les science-fiction, les comédies, les thrillers policiers, les films d'enquête ou les récits de guerre. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur l'horreur et la science-fiction. On dit found footage par manque de mieux, mais on pourrait traduire le tout par séquence retrouvée. Comme son nom l'indique, le genre cinématographique présente des enregistrements vidéo bruts, non montés ou édités, dans le but d'illustrer une trame narrative. L'objectif premier de ces œuvres est toujours le même. On veut induire une sensation de réalisme, d'effroi ou de sensation organique au spectateur, par la présentation d'une compilation de séquences vidéo supposément retrouvées et dont on ne peut taire le contenu, tellement il est déconcertant, renversant, voire accablant. On présente les bandes vidéo comme retrouvées après le décès ou la disparition du vidéaste ou de l'équipe de tournage. Le premier film du genre serait Cannibal Holocaust de 1980, réalisé par Ruggero Deodato. Il raconte l'histoire d'une équipe de journalistes disparus en Amazonie alors qu'ils réalisaient un documentaire sur une tribu cannibale. Le film montrant de façon assez graphique les derniers moments vécus par l'équipe. Alliant habilement des images de found footage avec des scènes de cinéma plus traditionnelles, le film devient un précurseur du genre. Il est reçu avec beaucoup de réticence et a été temporairement interdit dans plusieurs pays. Tellement réaliste pour l'époque, le réalisateur a dû prouver en justice que les scènes tournées n'étaient pas réelles et que les acteurs n'étaient pas blessés lors du tournage. Pour l'avoir regardé, je dois avouer que le film est extrêmement graphique, dégradant pour les femmes et limite traumatisant. Le genre du found footage a aussi évolué avec le temps et a gagné en popularité, notamment à la fin des années 1990 avec Blair Witch Project et Paranormal Activity. Plus réalistes, utilisant généralement la caméra à la première personne, ils ont repopularisé le genre et en ont créé les nouvelles attentes. Aujourd'hui, le format est presque toujours présenté sous forme de documentaire ou de journal vidéo qui sert de structure, de fondation au film, disons. Le format se prête bien aux histoires un peu décousues et à haute teneur en suspense. L'esthétique se reconnaît aussi aisément. Elle est assez brute, filmée en caméra maison, par exemple, ou des images de sécurité. Les images sont souvent granuleuses, le cadrage n'est pas fixe, ça bouge beaucoup. Les lieux explorés sont souvent mal éclairés et le son coupe. Bref, ce n'est pas la qualité d'image qu'on est habitué de voir au cinéma. Au niveau du montage, c'est un peu pêle-mêle. On peut avoir l'impression que c'est pas trafiqué ou monté, donc rien de léché comme on verrait habituellement. Dans plusieurs œuvres, les transitions entre les scènes se font sous forme de coupures nettes ou bien le fameux fond gris avec le son grésillant. Il n'y a généralement pas de générique non plus au début parce que cela casserait l'ambiance. Dans les sujets explorés par le genre, on extrapole souvent des histoires étranges et des légendes urbaines connues, mais dont on n'a pas de preuves vidéo. Par exemple, le Bigfoot, les extraterrestres, les vampires, les sorcières, les fantômes, les loups-garous, vous voyez où je vais. C'est que le manque de contexte et d'explication face à ce qu'on voit rend le mystère encore plus étrange et le doute s'installe. Rappelez-vous du film Cloverfield. Tout le monde a peur, tout le monde se sauve, mais de quoi exactement? On ne peut que spéculer. En somme, le found footage exploite le fait que l'inconnu est plus effrayant qu'une explication logique, laissant place aux imaginations les plus fertiles. Pour préparer l'épisode, je me suis intéressée aux raisons pour lesquelles les films de found footage me font autant d'effets, car je ne dois pas être la seule. D'abord, il y a l'absence d'une mise en scène traditionnelle et de scénario typique qui crée une atmosphère tendue et peu prévisible. Jumelez ça avec des transitions abruptes, des scènes où on ne voit pas grand-chose, des mouvements de caméra qui désorientent, et vous avez un cocktail parfait pour me voir sur le bout de ma chaise,
manifestement effrayée mais curieuse du dénouement, aussi horrifique soit-il. Peut-être que ce qui me perturbe autant, c'est le niveau d'intimité ressenti avec les protagonistes. C'est comme si je regardais quelque chose que je n'aurais jamais dû trouver, et ça me rend vraiment mal à l'aise. Mais je pense que j'ai mis le doigt dessus. Le sentiment d'impuissance. En même temps de voir les protagonistes courir pour leur vie, l'espoir de toute résolution positive s'effritant peu à peu, un drôle de sentiment de culpabilité me gagne. Je ne peux pas leur crier de se cacher, je ne peux pas les aider. Bien rivé à mon écran, dans mon confort indéniable, je ne peux rien faire pour ces pauvres gens. Le brut des images en caméra à l'épaule épouse tout naturellement ce sentiment, puisqu'on devient en quelque sorte le protagoniste derrière la caméra, nous aussi. Bref, c'est connu, tout ce qui ne s'explique pas rationnellement a le pouvoir de faire surgir la peur. Notre imagination s'emballe. Le réalisme immersif de ce genre de film peut facilement nous emmener dans une zone très sombre de notre cerveau, où les monstres de notre enfance refont surface et où on se demande si on a rêvé. Avec les moyens actuels, il est plus facile de manipuler les images pour qu'elles paraissent crédibles. Mouvement de caméra, suppression d'éléments à l'image, travail du son et bruitage en post-production, le tour est joué. On peut faire croire à un attentat sanglant, une disparition soudaine, un atterrissage extraterrestre ou à l'apparition d'un poltergeist au bout d'un couloir. En somme, comme dirait mon ami Dan, qu'on salue d'ailleurs, les films de found footage nous donnent ce que nous attendons de voir depuis longtemps dans notre inconscient d'enfant crédule. Une preuve que tout cela est bien réel et que nos cauchemars n'ont pas été inventés de toutes pièces. Même si la ligne est mince entre les deux, il ne faut pas confondre le genre du found footage avec les mockumentaries ou les documentaires, traduits grossièrement comme des documentaires satiriques qui peuvent carrément être des parodies. Parfois, on y retrouve des thèmes dystopiques ou horrifiques, une esthétique un peu gore, mais le but est surtout d'en rire ou de relever le caractère absurde des situations, parfois vu dans certains documentaires. Sur ce, je vous invite à découvrir avec moi 3 œuvres indispensables, et peut-être un bonus. The Bay est un film de 2012 réalisé par Barry Levinson. Il aborde le thème de la pollution, de la pandémie, dans une ambiance d'horreur écologique où on extrapole les dérives possibles de la négligence environnementale. L'histoire se passe dans le village de Claridge, adjacent à la baie de Chesapeake, dans le Maryland. Le tout débute par la découverte du corps atrocement mutilé de 2 plongeurs, des scientifiques marins faisant des prélèvements dans la baie. On en déduit qu'ils se sont noyés. Puis 2 semaines plus tard, alors que les festivités du 4th of July vont bon train, une série d'événements étranges vont bouleverser la ville. Des cris, des coups de fusil, du sang, beaucoup de sang. Les corps policiers n'arrivent pas à maîtriser la situation car les urgences fusent de toutes parts. À mesure que la journée avance, l'hôpital se remplit d'individus possédant des lésions ouvertes, des hémorragies et des sensations de mouvement à l'intérieur de leur corps. Le docteur Jack Abrams, paniqué et à bout de ressources, communique avec la CDC, l'Agence de santé américaine, et tente d'y voir plus clair, notamment à travers des témoignages vidéo, mais ce qu'il présente aux autorités demeure aussi inquiétant qu'inconnu. C'est du jamais vu. Le tout déboule extrêmement vite, alors que la catastrophe s'abat sur la ville et les symptômes semblent prendre des proportions épidémiques. On arrive à suivre le déroulement macabre de la tragédie à travers les bandes vidéo retrouvées de plusieurs protagonistes et de caméras de sécurité. Donna Thompson, journaliste, Dr. Jack Abrams, médecin urgentiste, Sam, un chercheur marin, Alex et Vicky, un couple tentant de fuir la ville et documentant leur journée, le maire Stockman, un peu louche, un couple de touristes venus par bateau pour les feux d'artifice avec leur bébé. Ces derniers arrivent assez tard dans la journée et ce qui s'offre à eux comme spectacle à leur arrivée n'est qu'une désolation. Contrairement au cinéma plus traditionnel, pas de chute en particulier, mis à part une fin abrupte, comme le genre le privilégie. The Bay est un petit bijou caché de found footage. La trame narrative est habilement tenue par la journaliste qui fait un compte-rendu détaillé de sa journée traumatisante et présente les extraits vidéo retrouvés dans le but d'obtenir justice. Les images sont saisissantes et franchement peu ragoûtantes. J'ai même poussé des petits sons de dégoût à plusieurs occasions. Chapeau pour les effets spéciaux, le tempo du film et le montage qui ont su garder le suspense durant l'heure et demie du film.
Au-delà d'un excellent film de found footage, on a aussi droit à un commentaire éditorial sur la face cachée des conséquences désastreuses d'un plan d'eau contaminé. L'horreur fait encore plus peur lorsqu'il nous touche de près. C'est une situation assez dystopique, mais proche de la réalité. Comme quoi nous pouvons être bafoués par nos propres décideurs lorsqu'il s'agit de faire semblant de ne pas voir arriver le pire. Je donne une note de 4,6 frissons sur 5. VHS est un long-métrage d'anthologie, aussi de 2012. Il a été réalisé par plusieurs cinéastes, dont Adam Wingard, David Bruckner, Glenn McQuaid et le collectif Radio Silence. Ces derniers sont tous des fans finis d'horreur ayant eu des carrières plutôt marquantes dans le cinéma de genre. Ils ont notamment travaillé sur des films très connus, dont Blair Witch Project, le reboot de Scream et Death Note. Avec une approche créative qui mélange les éléments de suspense, de satire et d'effroi, leurs carrières respectives continuent d'évoluer avec des œuvres qui repoussent les limites de l'horreur traditionnelle. Le fait qu'ils se soient mis en commun pour réaliser un long métrage d'anthologie m'a grandement intriguée et j'ai voulu constater par moi-même le chef-d'œuvre dont il est question. VHS suit une bande de jeunes adultes, ou disons d'adolescents aux tendances criminelles assez déroutantes. Ces derniers entrent par effraction dans la maison d'un vieillard dans le but de dérober une cassette VHS très spécifique qui leur a été réclamée en échange d'argent, une assez bonne somme à ce qu'on peut comprendre. Ils découvrent alors une maison vide et une collection de cassettes. Ne sachant pas trop quelle prendre, ils visionnent les bandes dans un salon peu éclairé. Chaque cassette représente une histoire du film. 5 courts-métrages sont intriqués dans la séquence narrative, entrecoupés de moments dans la maison du vieillard où quelqu'un change de cassette. On y verra notamment des fêtards en boisson ramenant à leur chambre d'hôtel une jeune femme bien étrange, un couple en road trip qui documente leur voyage, la visite de 5 jeunes dans une forêt isolée où se seraient produits des meurtres, une jeune femme en voyage étudiant qui entend des bruits étranges la nuit, et finalement une fête d'Halloween qui ne se passe pas comme prévu. Explorant plusieurs aspects de l'horreur, dont le paranormal, l'horreur psychologique, les créatures monstrueuses ou bien les meurtriers en série, chaque segment est extrêmement immersif et angoissant à souhait. J'ai particulièrement aimé la diversité des histoires présentées et les chutes toujours abruptes et même parfois à glacer le sang. L'effet de surprise contient des révélations chocs qui contribuent au suspense tout au long du film. Sans surprise, même la trame narrative principale du film, celle avec les voleurs, comprend aussi son lot d'éléments surprenants. Un film excellent pour 2012, alors qu'on assistait à une espèce de revival du genre, encore plus ancré dans les codes. Contrairement à d'autres œuvres où il est facile de reconnaître qu'il s'agisse de fiction, on a vraiment droit à un 10 sur 10 au niveau du respect de chacune des facettes descriptives du found footage. Le fait d'en faire un film d'anthologie était aussi un des aspects réussis. Plusieurs autres opus de la série sont sortis subséquemment, et je ne les ai pas encore visionnés, mais j'ai bien hâte de m'y pencher. Seule petite déception au tableau, il est impossible de le visionner en streaming ou de le louer. J'ai donc dû me le procurer. Je donne une note de 4,3 frissons sur 5. The Borderlands, ou parfois appelé The Last Prayer dans certains marchés, est un long-métrage britannique de 2013 réalisé par Elliot Goldner. Il a pour thème central les croyances religieuses, plus précisément les miracles, sur une trame de fond surnaturelle. On suit Deacon, un ancien prêtre devenu enquêteur pour le Vatican et un spécialiste en audiovisuel, Parker Gray. Ils ont pour mission de documenter des actes soi-disant miraculeux afin de déterminer s'ils sont véridiques ou frauduleux. Deacon nous est présenté comme un sceptique désillusionné, habitué aux supercheries. Il aurait notamment participé à plusieurs autres enquêtes paranormales auparavant et aurait élucidé chacune d'elles assez rapidement. Pour lui, ce qui se trame dans le petit village de la campagne anglaise n'est encore qu'une tentative d'attirer l'attention, une soif de pouvoir. Gray, un agnostique autoproclamé, agira comme technicien et pose dès le début du film des caméras dans la maison qui servira de camp de base, ce qui nous permet de suivre les conversations et les différents débriefs. À l'aide de la technologie vidéo portative et les outils sonores très avant-gardistes fournis par Gray,
l'équipe tentera par tous les moyens d'aller au fond de l'affaire et de prouver que toutes les affirmations surnaturelles sont fausses. Se joindra à Deacon et Gray le Father Mark, un jeune prêtre plutôt rigide, censé faire la liaison entre le responsable de l'Église et l'équipe d'enquête. Le soi-disant miracle a été rapporté au Vatican par le jeune Father Kralik, prêtre du village. Il allègue être le témoin de phénomènes étranges depuis sa nomination, notamment des sons et des visions aux apparences surnaturelles. Des objets volent et se déplacent, un grattement se fait entendre dans les murs, on entend un bébé qui pleure, un étrange vent se met à siffler durant un baptême. Bref, tous ces éléments font croire à Father Kralik qu'un esprit malveillant s'est emparé de son lieu de culte. S'ensuit une série de scènes où on voit ce qui se passe réellement durant la nuit grâce aux équipements technologiques installés par Gray, et ce qui semblait être une supercherie commence à être de plus en plus inquiétant. Le film culmine lorsque l'équipe trouve un passage secret menant à un escalier exigu qui amènera l'équipe dans le ventre de la chapelle. The Borderlands tricote un suspense en crescendo durant toute la durée du film. C'est ce qui en fait naturellement son intérêt. Parfois, les films de found footage vont directement nous plonger dans le vif du sujet avec peu de subtilité. Ici, le scénario est un petit peu plus standard et nous amène à installer une ambiance de plus en plus sombre et inquiétante au fil des événements surnaturels qui se dévoilent. Bien qu'on ressente à quelques moments que certaines scènes sont plus jouées, il est difficile de décrocher. Une utilisation habile du found footage qui ne se fie pas que sur des éléments de surprise. Pour un film à petit budget, on a droit à quelque chose d'intense et d'assez intéressant, surtout par la dynamique créée entre les personnages. La fin m'a toutefois laissé un peu perplexe, bien qu'originale et définitivement surprenante. Je vous laisserai vous en faire votre propre idée. Je donne une note de 3.9 frissons sur 5. Petite surprise bonus, j'ai une dernière recommandation à vous faire. En vrai, c'est ce film qui m'a donné envie de faire l'épisode, mais en faisant ma recherche, j'ai découvert que plusieurs personnes ne le considéraient pas comme du found footage. C'est trop léché et trop théâtralisé. D'entrée de jeu, on nous parle toutefois d'une bande vidéo retrouvée et présentée pour une toute première fois au public. À mi-chemin entre le mockumentary et le found footage, Last Night with the Devil explore d'abord une rétrospective de la carrière un peu fade de l'animateur de Late Night Show, Jack Del Roy. Après une carrière en montagne russe et la mort tragique de sa femme, Del Roy, qui n'a plus l'audimat souhaité, tente par tous les moyens de conserver sa place dans le paysage changeant de la télévision. À bout d'options, il organise une soirée d'Halloween où il promet des invités mystérieux et choquants dans l'espoir que le vent tourne pour lui. Il invite un survivant d'un culte sataniste, le mystérieux voyant Christou, et une petite fille exorcisée, accompagnée d'une psychologue du paranormal. La soirée aux apparences anodines et bon enfant se transforme rapidement en théâtre de phénomènes étranges et paranormaux inexplicables. C'est le chaos. Le film nous est présenté en partie comme la captation disparue et récemment retrouvée de cette soirée où tout a basculé. Tourné dans une esthétique de talk-show live des années 70, mélangé avec des scènes captées durant les pauses où on voit l'envers du décor et des personnages, Late Night with the Devil m'a généré de la nostalgie que je ne savais même pas pouvoir ressentir. Le film a été une expérience de visionnement supérieure pour moi. L'utilisation habile des effets spéciaux jumelée avec l'ambiance rétro est tout à fait réussie. Et que dire du personnage principal de Jack Del Roy qui est aussi attachant qu'horrifiant. Un vrai coup de cœur de 2024. Late Night with the Devil est un film de 2023 réalisé et écrit par Colin et Cameron Cairns. Pour tous les sentiments qu'il m'a fait vivre, je donne un 4.8 frissons sur 5. Merci d'avoir écouté Passion Frisson, votre podcast de recommandations horrifiques. Vous pouvez me suivre sur Instagram, @XARAPOD. Vous y retrouverez le journal des sorties ainsi que mes autres collaborations. N'hésitez pas à me partager et à me laisser des commentaires si le contenu vous a plu. À noter que je suis ouverte aux suggestions et recommandations de sujets et de contenus. Pour cet épisode, je remercie mon ami Dan du podcast Creepy Story et HVP La Légende Oubliée, qui m'a aidé à réfléchir et à me décider sur le thème. Merci aussi à certains auditeurs, dont une certaine auditrice irlandaise, pour les recommandations d'écoute
dont quelques-unes se retrouvent dans le podcast d'aujourd'hui. À tout bientôt!